Bonsoir et bienvenue dans We IT Capable. Ce soir, cette conviction descend dans la rue, dans les quartiers, au plus près de ceux qu'on a trop souvent oubliés. Car il y a une réalité en Haïti qu'on ne nomme pas assez clairement. Des jeunes de 15, 16 et 17 ans qui ont grandi dans des environnements où les institutions étaient absentes, où l'école n'était pas accessible, où le vide laissé par l'État a été comblé par d'autres structures. Ces jeunes-là ne sont pas une fatalité. Ils sont le résultat d'un système qui ne les a pas atteints à temps. Et la question que We IT Capable veut se poser ce soir, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant pour les atteindre? Il y a des gens qui n'ont pas attendu que cette question soit posée. Mon invité de ce soir en fait partie. Depuis plus de 10 ans, il travaille dans les quartiers les plus difficiles de Port-au-Prince pour offrir à des jeunes ce que trop peu d'institutions leur ont offert. Une alternative réelle, un espace de confiance et quelqu'un qui croit en eux. Dave Fils-Aimé est né à Martissan. Son parcours l'a mené dans les meilleures universités américaines. Yale d'abord, puis Harvard, avec un master en développement humain et psychologie. Il aurait pu rester aux États-Unis, mais il a choisi de rentrer. Et à Martissan d'abord, puis à Cité-Soleil, il a commencé quelque chose que beaucoup n'auraient pas osé essayer. Apporter le sport dans les zones marquées par une violence extrême, là où la vie quotidienne était dominée par des groupes armés. Il a fondé BAL, Basketball pour encadrer la jeunesse, une organisation qui utilise le sport comme outil d'encadrement pour les jeunes des quartiers les plus défavorisés de Port-au-Prince. 150 jeunes, 3 fois par semaine, gratuit. Et en mars 2026, son documentaire My Body Bruce, l'histoire de Bruce Wensley Lee Joseph, un bénéficiaire de BAL tué à Cité-Soleil, lui a valu le prix du meilleur réalisateur au Film Fest international en Angleterre. Un film haïtien sur un enfant de Cité-Soleil, primé en Europe, discuté sur la chaîne d'information internationale BBC News. Haïti est aujourd'hui à un tournant sécuritaire. Si la situation venait à évoluer favorablement dans ces quartiers, elle pourrait laisser derrière elle des centaines de jeunes sans ancrage, sans compétences, sans personne pour les attendre avec une réponse concrète. Préparer ces transitions maintenant, c'est s'assurer que les avancées sécuritaires se traduisent en changement durable. Ce soir, Dave Fils-Aimé vient nous parler de la partie du travail que personne ne fait à sa place. Dave Fils-Aimé, bienvenue dans We IT Capable. Salut Xavier Michon, je vous remercie pour l'invitation. C'est un plaisir de participer à We IT Capable. Donc, on a eu l'occasion de se contacter pour préparer cette interview et vous me racontiez informellement. Vous êtes né à Martissan, parti vers l'âge de 12 ans. Vous résidez aux États-Unis, des études brillantes à Yale, avec un master ensuite à Harvard, mais vous décidez de revenir. Suite au tremblement de terre, avec une conviction de retourner dans votre pays et d'y contribuer. Qu'est-ce qui vous a fait revenir? Qu'est-ce qui vous motive à ce moment-là et qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui? Bon, je dois vous dire qu'à l'époque, en tant qu'étudiant en sciences politiques à Yale, j'avais l'intention de m'aventurer dans la politique américaine à l'époque. J'avais déjà effectué un stage au sein du Parti démocrate, une expérience qui m'a permis de rencontrer le président Obama et ensuite j'ai travaillé dans quelques campagnes politiques. Mais le tremblement de terre du 12 janvier 2010 m'a vraiment marqué. Et ça m'a poussé à réfléchir sur l'orientation que je pourrais donner à ma carrière professionnelle. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que je pense que je serais plus utile en Haïti. J'avais le désir de pouvoir contribuer à l'amélioration de la condition de mon pays suite au séisme. Et c'est ce qui m'a poussé à retourner en Haïti en mai 2012. Donc, vous décidez d'avoir un engagement avec la jeunesse des quartiers et vous commencez à Martissan par le sport et précisément par le basket. Je suis certain que les personnes qui nous suivent ce soir se posent la question. Comment répondre à une nécessité des jeunes face aussi à l'influence des groupes
armés, notamment des gangs, sachant qu'il y a un revenu immédiat, il y a une protection, il y a peut-être un sentiment d'appartenance immédiat. Comment vous vous situez par rapport à cette réalité et justement pouvez induire ces jeunes à participer et ne pas rentrer sous les tentations et les influences que cela pourrait porter de rentrer dans un groupe armé? De retour à Martissan en 2012, j'ai pu remarquer immédiatement que il y avait déjà une forte croissance de la présence des groupes armés dans le quartier. J'ai remarqué aussi qu'il y avait très peu de modèles pour les jeunes. Il y a pas mal de personnes que j'ai connues à Martissan quand j'habitais là-bas et durant mon enfance qui ont pu réaliser des études et qui sont devenus des professionnels chevronnés, mais ils ont tous laissé le quartier. Donc il n'y avait pas vraiment de modèle pour les jeunes. Et j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de paniers de basket dans le quartier il y a beaucoup de jeunes qui avaient l'habitude de pratiquer le sport. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas lancer une association qui pourrait utiliser ce sport-là comme un outil pour offrir un encadrement à ces jeunes-là. J'avais, durant mon temps à Yale, travaillé comme directeur des opérations de l'équipe masculine de basketball pendant 2 ans. Donc, j'avais cette expérience et cette passion pour le basket. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser le basket comme un outil pour encadrer et former les jeunes du quartier pour qu'ils puissent savoir que rentrer dans un gang n'est pas leur seule option. Ouais. Il y a aussi une organisation qui est là, qui offre des séances d'entraînement de basketball et parallèlement aussi des opportunités éducatives qui pourraient aider ces jeunes-là à réaliser leur plein potentiel. Dis-moi une chose, les jeunes qui participent dans le cadre de vos programmes, ce sont des jeunes qui ne sont pas influencés par les gangs ou atteints par les gangs, qui ne sont pas des membres des gangs, ou vous avez aussi des membres des gangs qui participent? Non, c'est vraiment un programme de prévention. C'est un programme de prévention. Vraiment, et là, on travaille avec des jeunes et des enfants à partir de l'âge de 8 ans. Donc, l'idée vraiment, c'est à travers le basket, de permettre à ces jeunes encore d'accéder à des opportunités éducatives et culturelles pour vraiment permettre à ces jeunes de réaliser leur potentiel. Ouais. Vous gardez le basket ou avec maintenant l'ascension d'Haïti aux plus hautes sphères du football international et le mondial, vous n'avez pas pensé que peut-être je vais aussi m'orienter aussi et aussi atteindre les jeunes via le football, ou vous gardez que le basket? Pour moi, le basket est le sport que je connais le mieux. Donc, je crois fermement de vraiment s'orienter vers ce qu'on maîtrise. Donc, pour le moment, je reste dans le basket. Ok, donc on garde ça pour après. Parlons de Bruce. Je sais que c'était quelqu'un qui vous était très cher. Vous m'avez raconté son histoire et peut-être vous pouvez la partager avec nous. Cela vous motive de raconter un récit suite à des événements qui sont extrêmement tristes. Cela vous vaut une reconnaissance internationale dans un festival de cinéma anglais, et je suppose qu'il y a eu un suivi à d'autres niveaux. En quoi vous pensez que ce documentaire est porteur d'un message et vous aide aussi dans cette sensibilisation et dans les tâches que vous menez dans le cadre de BAL? Donc, d'abord, je dois vous dire qu'on a lancé BAL à Martissan en 2013 et 5 ans plus tard, en 2018, on a établi un deuxième site à Cité-Soleil. Alors, parce qu'il y avait un groupe de jeunes leaders à Cité-Soleil qui étaient au courant du travail qu'on faisait à Martissan et du coup, ils nous ont invités à établir BAL à Cité-Soleil également. Et l'un de ces leaders était l'oncle de Bruce. Et immédiatement arrivé à Cité-Soleil, Bruce a intégré BAL. Donc, c'est un jeune que j'ai eu l'opportunité de suivre son progrès depuis 2018 jusqu'à 2022. Et Bruce, c'était un jeune qui était vraiment passionné du basket. Donc, il avait un grand rêve de devenir un basketteur professionnel, de jouer à la NBA. Mais aussi, il avait l'ambition de devenir dentiste. Donc, il était un jeune qui accordait beaucoup d'importance à son éducation également. Et il a terminé ses études secondaires en 2022.
juillet 2022. Et normalement, ce qu'on fait dans BAL, automatiquement qu'un jeune termine avec ses études, je prends le temps de rencontrer avec ce jeune-là, un à un, pour discuter de ses projets, pour pouvoir orienter ce jeune-là dans la façon qu'on puisse, pour permettre à ce jeune de réaliser son objectif. On avait prévu cette rencontre le 1er décembre 2022 avec Bruce et beaucoup d'autres jeunes de nos deux sites, de Martissant et de Cité-Soleil. Et la réunion était prévue pour midi et dès 11h, il y avait pas mal de jeunes qui étaient déjà sur place dans notre bureau pour me rencontrer. Et c'est à ce moment-là qu'un des jeunes est rentré dans mon bureau pour me parler et j'ai pu remarquer qu'il était un peu perturbé. Et c'est à ce moment-là que je lui ai demandé s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il m'a dit qu'avant de rentrer dans la salle, on lui a dit que apparemment, Bruce a été victime. Mm-hmm. Et à ce moment-là, j'étais très choqué. Je suis sorti de la salle pour aller dans le couloir où il y avait pas mal de jeunes réunis là. Et c'est à ce moment-là qu'un des jeunes m'a dit que oui, il y avait une jeune dame qui avait fréquenté la même école qu'eux, qui connaissait Bruce assez bien. Et c'est elle qui a confirmé. Elle était pratiquement et sur place quand l'événement s'est produit, quand les membres d'un gang, ils ont assassiné Bruce et également un ami de la famille, Brunel Michel, qui l'accompagnait. Voilà. Ça m'a vraiment choqué. Travaillant dans les zones comme Martissant et Cité-Soleil, dans des conditions qui sont assez difficiles, on pense toujours que c'est possible d'être victime, vu la situation dans laquelle on travaille, mais j'avais jamais imaginé qu'un de nos jeunes aurait été victime. Donc c'était très choquant pour moi. À l'époque, on travaillait déjà sur l'idée de produire un documentaire pour raconter l'histoire de BAL, parce que là, on approchait le 10e anniversaire de l'association. Et du coup, j'ai décidé de mettre ce projet-là de côté et de réaliser de préférence un documentaire pour raconter l'histoire de Bruce. Voilà. Et en quoi ce documentaire porte ce message pour sensibiliser à la réalité des jeunes dans les zones, dans les quartiers difficiles? Comment vous l'utilisez et quelle réaction avez-vous eu suite à la présentation de ce documentaire? L'approche qu'on a décidé d'utiliser pour la réalisation du documentaire, c'était d'avoir l'un des jeunes qui était très proche de Bruce, un de ses coéquipiers et amis, d'avoir ce jeune-là et raconter l'histoire de Bruce. Et on a fait ce choix-là et pour permettre au public de se familiariser avec l'histoire de Bruce, mais aussi de découvrir la vie quotidienne d'un jeune qui vit à Cité-Soleil. Donc, pour voir que ces jeunes-là, eux aussi, ils ont des rêves, ils ont des projets. Ils parviennent quand même à résister aux gangs. Donc, en dépit de la situation terrible qu'on vit dans la région métropolitaine de Port-au-Prince en ce moment, particulièrement dans des quartiers comme Cité-Soleil et Martissant, il y a quand même des jeunes qui continuent à lutter et à arriver, en dépit de tout. Donc, pratiquement, ce message est plutôt un message porteur d'espérance, que malgré les conditions, il y a une jeunesse qui évolue, qui a de l'ambition et qui ne rentre pas dans ces tentations que sont offertes par certains groupes. Parce que même en Haïti et à Port-au-Prince, les gens qui n'ont pas l'habitude de fréquenter des quartiers comme Cité-Soleil et Martissant, on a souvent l'impression qu'ils pensent que tous les jeunes de ces quartiers-là sont des jeunes qui font partie des gangs et qui sont affiliés d'une façon ou d'une autre à des gangs, mais c'est du tout pas la réalité, c'est du tout pas le cas. Donc on a voulu partager cette partie-là de l'histoire également. Non, et c'est important de le dire, non? Que tous les jeunes, justement, ne sont pas affectés par ces réalités. On a une réalité sécuritaire qui est en train d'évoluer, et on espère dans la bonne direction, mais il y a quand même des préparations dans le domaine sécuritaire dont nous sommes tous au courant.
notamment avec les efforts que l'État fait via naturellement la police nationale, les FADH, la force qui est multinationale de suppression des gangs qui est en train d'arriver et en train de se déployer en ce moment même, ce qui nous porte à une projection d'une évolution de la situation en termes favorables. Et cela nous indiquerait que certains quartiers auront un retrait des gangs, et on l'espère tous, avec un retour à une certaine normalité. D'où penser où situer cette jeunesse qui doit prendre un nouveau départ, et cela doit se faire dès maintenant. Quelles sont vos idées, quelles sont vos suggestions, où est-ce qu'on doit mettre l'accent de façon à anticiper et se préparer à justement à réinsérer la jeunesse comme un élément porteur de développement social, d'insertion, de développement économique, et surtout qui vivent en paix. Je crois que l'une des conditions qui nous a conduit à la situation actuelle que nous vivons, c'est un manque d'opportunités offertes aux jeunes des quartiers défavorisés. Donc, pour cette raison-là, je pense qu'un élément important du travail que l'État aura à faire dans les mois et les années à venir, c'est d'établir des programmes sociaux dans ces quartiers-là, d'offrir des opportunités aux jeunes d'apprendre des métiers, offrir des opportunités aux jeunes d'avoir accès à des prêts pour lancer des micro et petites entreprises, aussi offrir des centres communautaires, des bibliothèques à ces communautés-là pour permettre aux jeunes d'avoir plusieurs alternatives positives. Donc, je pense que c'est un élément assez important d'établir des associations ou des groupes comme BAL qui peut-être au-delà du basket, qui offrent des opportunités dans le football ou l'athlétisme, d'autres sports, et également des opportunités dans... Et c'est là que vous rentrez avec BAL. Ouais. Et offrir aussi des opportunités dans les domaines des arts, etc. Donc, je crois qu'il y a un grand besoin de créer des espaces où les jeunes auront l'opportunité vraiment d'exploiter et de découvrir leur talent. Parlons, et je veux rentrer un peu dans votre domaine d'expertise. On a d'autres cas d'études dans des pays post-conflit où on a eu une situation avec des gangs et des jeunes qui doivent se réinsérer. On peut parler du Rwanda, on peut parler du Salvador, on peut parler de la Colombie. Il y a beaucoup de leçons apprises, et une d'elles, parce que tous les programmes n'ont pas été que des succès, mais on a noté que certains programmes qui étaient plutôt axés sur la réinsertion économique et plutôt sur la partie monétaire, travail temporaire, et mettant de côté, ou peut-être pas donnant l'espace nécessaire, ou suffisamment d'espace, à tout ce qui est la réinsertion sociale, l'attention psychologique aux jeunes. Et justement, cela se fait par le sport, le collectif. Qu'est-ce que vous voulez nous donner comme réflexion à ce propos? Et justement, comment vous positionnez BAL un peu dans cette dynamique? Parce que je pense qu'avant tout, ce n'est pas faire du sport, les jeunes, mais c'est le collectif, c'est être le vivre en communauté, se respecter, parler de paix. Il y a beaucoup plus que du sport lorsque vous travaillez avec eux. L'une des choses qu'on fait dans BAL, c'est qu'on organise assez souvent des ateliers de formation pour les jeunes. Et l'un des aspects de ces ateliers, c'est que on a l'opportunité de réunir les jeunes des deux sites ensemble. Donc, et ça crée des liens d'amitié entre les jeunes de Cité Soleil et de Mortissant. Donc, au début, ils se voyaient comme deux groupes indépendants ou différents, où il n'y avait pas de lien commun entre eux. Et on a eu l'idée d'organiser ces activités-là, ces ateliers, pour permettre à ces jeunes de voir qu'il y avait vraiment beaucoup plus de choses qu'ils partageaient en commun que des choses qui vraiment les séparaient l'un de l'autre. Je pense que c'est extrêmement important de créer ce genre d'activité, ce genre d'ambiance pour les jeunes des quartiers défavorisés. Et je pense aussi l'aspect psychologique est extrêmement important, parce que là, on traverse, je pourrais dire, une sorte de traumatisme collectif
Donc, je pense que on a vraiment besoin d'offrir un appui psychologique à ces jeunes-là. Et déjà d'emballe, par exemple, suite à la mort de Bruce, on a embauché les services d'une psychologue pour accompagner les membres de notre personnel et nos jeunes également. Donc, je pense que c'est extrêmement important de faire cela aussi. Ouais. Une curiosité. Ouais. Vous avez des basketteuses? Ouais, bien sûr. Dites-moi en un peu plus. Environ un tiers de nos bénéficiaires sont des filles. Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a certaines dimensions lorsque vous parlez de travailler en collectif, d'insertion communautaire? Ouais. Est-ce qu'il y a des approches différentes? Est-ce qu'il y a des réalités à traiter? Certaines sensibilités? Oui, bien sûr. Parce que tout, dépendamment de la zone ou des conditions dans lesquelles le jeune vit, que ce soit une fille ou un garçon, donc il y a toujours des sensibilités à considérer. Donc c'est pourquoi on essaie toujours de permettre à nos encadreurs, à notre personnel de suivre des formations. Donc, on a eu pas mal de partenaires qui nous ont permis d'avoir accès à des formations pour vraiment permettre à notre personnel d'avoir les compétences nécessaires pour vraiment accompagner nos jeunes. Je veux revenir à ce match de football entre Martissan et Cité Soleil. Vous m'avez pardon, de basketball. Ouais. Vous avez parlé d'un autre match de basketball entre Martissan et un quartier plus aisé de la capitale, sans la citer. Ouais. Et ce qui vous avait attiré l'attention, c'est que justement, ces jeunes avaient changé de numéro de téléphone, avaient établi les contacts, et vous avez entrevu ce sport comme un élément fédérateur de conversion et justement d'intégration sociale. Ouais. Quel est le rôle du sport pour vous comme un élément intégrateur de création d'un tissu social, au-delà de ce que vous faites, mais le sport en général? Le sport est l'une des rares choses qui peut vraiment permettre à des gens, des inconnus, vraiment de réjouir ensemble. Donc, on assiste à un match et notre équipe marque un but et la personne qui est à notre côté est en train de réjouir et nous aussi, on peut réjouir avec cette personne-là, bien qu'on ne la connaît pas. Donc, c'est l'une des rares choses qui peut permettre à deux inconnus vraiment de réjouir ensemble. Ouais. Profitons-en. Vous parlez à un public qui nous suit. Ouais. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes aujourd'hui pour justement intégrer des structures comme la vôtre et aller dans le bon chemin comme acteur qui participe à sa société, qui construit, qui y croit? Quel message d'espérance vous donnez à cette jeunesse? Je dirais à ces jeunes de prendre comme exemple des jeunes comme Ariana Lafont ou Abigail Alexandre qui ont fait le choix de vraiment poursuivre leur éducation et c'est ce choix-là qui a permis à ces jeunes de vraiment bénéficier de beaucoup d'opportunités. Et nous, à Haïti Capable, on se doit et on met beaucoup d'attention à la jeunesse et on fait intervenir beaucoup de jeunes pour que justement ils expriment et utilisent Haïti Capable comme une caisse de résonance. Ouais. Comme vous le disiez, des jeunes tels qu'Ariana, Abigail, il y en a une multitude et on en connaît beaucoup plus qui peut-être sont moins visibles par rapport à la presse. Ouais. Mais depuis Haïti Capable, on les invite pour que justement ils racontent leur histoire, qu'ils racontent leurs ambitions, leurs succès, et c'est un élément central dans ce programme. Ouais. Un thème, je voudrais parler d'élections. Ouais. Les élections sont aujourd'hui, je pense, une opportunité, et elles commencent à s'amorcer sur un calendrier que l'on verra très bientôt. Et nous avons aujourd'hui une génération qui ne sait pas ce que sont les élections. Ouais. Elle avait 18 ans il y a 10 ans, aujourd'hui elle a 27-28 ans. La participation dans un débat d'un projet de société, émettre une voix, participer peut-être comme candidat ou organiser l'élection est quelque chose de nouveau. Ouais. Je me pose la question pour les jeunes qui sont dans des quartiers plus à risque, qui ont d'autres réalités. Est-ce que cette réalité qui s'annonce prochainement est quelque chose qui apparaît dans leurs débats, dans les échanges avec vous? Est-ce qu'ils y croient? Est-ce qu'ils pensent que c'est un élément fondamental? Et qu'est-ce qu'il faut faire si cela est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas visible?
pour les motiver. Xavier, vous savez, quand au quotidien, votre priorité, c'est de survivre, les élections, c'est pas une priorité. Donc, pour moi, la grande priorité, la première chose à gérer, c'est d'assurer qu'il y a un climat de sécurité dans les quartiers à risque. Pour moi, c'est ça la grande priorité. Donc, je pense que c'est pourquoi, pour moi, certes, c'est vraiment terrible qu'il n'y ait pas eu d'élection en Haïti depuis presque 10 ans. Mais pour moi, en ce moment, la grande priorité, c'est d'établir un climat de sécurité et dans ces quartiers-là pour pouvoir permettre à ces jeunes d'avoir accès aux urnes en toute sécurité. Lorsque vous parlez avec ces jeunes, vous regardez aussi vers l'avant. Vous regardez avec un sens d'espérance que vous donnez aux jeunes. Et cela doit passer par un renouveau des institutions démocratiques, une participation des jeunes, et aussi leur donner cette confiance qui contribue à leur société. Et ça peut être à travers un vote, comme entrepreneur, comme éducateur. Qu'est-ce que vous donnez pour alimenter ces jeunes, au-delà de répondre à une nécessité immédiate? Comment vous les projetez? Qu'est-ce qu'ils font après balle? Ce qu'on fait, comme je vous l'avais dit auparavant, on essaie vraiment de voir avec ces jeunes quels sont leurs objectifs sur le moyen et le long terme et vraiment voir comment BAL serait en mesure de les accompagner pour leur permettre de réaliser ces objectifs-là. Donc, par exemple, s'il y a des jeunes qui souhaitent fréquenter une institution universitaire, on a un programme de bourse d'études qui les accompagne. Là, déjà, on a pas mal de jeunes qui ont pu fréquenter des universités grâce à ce programme-là. Et des jeunes qui sont sur le point de terminer leurs études universitaires. Et beaucoup d'entre eux, environ 4 ou 5 d'entre eux, sont des stagiaires avec nous en ce moment. Et il y a aussi des jeunes qui aiment la musique. Donc, on a supporté pas mal de ces jeunes-là. On a même réalisé des vidéoclips pour eux, etc. Donc, tout dépend vraiment de ce qui intéresse le jeune et on essaie de supporter ces jeunes-là pour qu'ils puissent réaliser leurs objectifs. Permettez-moi une question, et je pense que pour beaucoup d'entre nous, parler des quartiers à risque est une réalité qui est difficile de comprendre, et vous la vivez tous les jours. Dans le journalier, dans le quotidien, comment vous maintenez cette ligne fine entre maintenir votre indépendance, neutralité et les principes que vous annoncez dans le cadre de votre programme avec l'influence des gangs armés? Je suppose que c'est une réalité à laquelle vous faites face tous les jours. Ouais, et ça fait déjà 4 semaines qu'on n'est pas en mesure de travailler sur notre site dans la zone de Cité Soleil en raison des actes de violence perpétrés par les gangs armés en ce moment-là. Donc c'est très difficile. À plusieurs reprises, on est obligé d'arrêter nos activités pour attendre que la situation s'améliore. Et nous, on évite toujours d'avoir des rapports ou des liens avec les gangs armés. Donc, si c'est le cas, si c'est un cas où on est obligé de rentrer dans cette logique-là, on se déplace. Ouais. Très bien. 2 dernières questions, permettez-moi. Ouais. Profitez-en de cette émission pour faire un appel à vos partenaires. Ouais. Pour les sensibiliser sur la réalité de travailler avec les jeunes dans les quartiers les plus défavorisés à risque. Quel message vous voulez leur lancer pour les sensibiliser, les motiver, peut-être vous accompagner? Pour moi, la première chose serait de sensibiliser l'État haïtien, parce que là, on va très bientôt célébrer notre 13e anniversaire. Félicitations. Merci. Et presque 13 ans d'existence, l'État haïtien n'a jamais contribué même une gourde à ce travail qu'on fait. Et pour moi, c'est ce manque d'investissement qui a créé la situation que nous vivons actuellement. Il y a très peu de programmes financés par l'État haïtien et les bailleurs de fonds internationaux également qui vraiment ciblent les jeunes, notamment les jeunes des quartiers défavorisés. En termes de prévention. Ouais. OK. Donc l'appel est fait.
Je suis certain que vous recevrez des appels suite à cette émission. Ouais. Dernière question, je pense qu'on doit rentrer un peu dans la logique de ce programme, c'est We Haïti Capable. Ouais. Vous travaillez dans une conviction qu'on peut transformer une société, on peut retourner à la paix, que cette jeunesse a des opportunités et qu'il faut déblayer le terrain pour les aider à construire l'avenir qu'ils veulent tous. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire, dans le cadre de votre travail, tous les jours, que Haïti est capable? Quand vous voyez cette jeunesse en train de jouer au basket ou quand vous interagissez avec eux? Ouais. Pour moi, c'est vraiment le fait d'avoir l'opportunité de travailler avec des jeunes, d'accompagner ces jeunes-là, qui me donne beaucoup d'espoir, que je vois qu'en dépit des conditions difficiles qu'ils connaissent, ils continuent à rêver et à travailler. Donc, ça me donne beaucoup d'espoir, moi aussi. Très bien. Ouais. Écoutez, je vous remercie. Félicitations pour ce que vous faites. Merci. Je suis certain qu'il y aura beaucoup d'appui et j'espère d'autres partenaires dans le cadre de votre travail. Ouais. Votre film est disponible sur les réseaux sociaux, votre documentaire? Pas encore. Parce que pour le moment, on est en train de participer à différents festivals de cinéma un peu partout dans le monde. Donc là, Et c'est pour quand à Port-au-Prince? On espère probablement en juillet, mais on va voir. OK. Donc on se verra au moins au mois de juillet pour le lancement du film. Ouais. Merci Dave, encore merci. Merci à vous. Ouais. Merci. Cette conversation a ouvert quelque chose d'important. Il y a une question que les sociétés qui sortent de périodes de violence finissent toutes par affronter. Pas la question de la sécurité. Ça, c'est la première étape. La question d'après, celle qui arrive quand les armes se taisent et qu'on regarde autour de soi. Que fait-on des jeunes qui ont vécu dans ces structures? Comment est-ce qu'une société réintègre ce qu'elle a perdu, pas seulement physiquement, mais socialement, psychologiquement et surtout identitairement? Cette question-là, Haïti commence à se la poser. Pas encore assez fort, pas encore avec les ressources qu'elle mérite, mais elle se les pose. Et c'est déjà quelque chose. Ce que cette conversation m'a appris ce soir, c'est que la réponse à cette question ne peut pas être uniquement sécuritaire, ni uniquement économique. Elle doit être humaine. Elle doit passer par des espaces où un jeune homme ou une jeune femme peut construire une image de lui-même qui ne soit pas fondée sur la violence. Des espaces où il peut appartenir à quelque chose sans avoir à tuer pour le prouver. Des espaces où il peut échouer, recommencer et être vu autrement. Le sport peut être l'un de ces espaces. La culture peut être un autre. La formation professionnelle, un troisième. Mais ce qui compte, c'est moins la forme que la philosophie qui la sous-tend. La conviction que chaque jeune homme, quelle que soit sa trajectoire, est capable de quelque chose d'autre et que quelqu'un doit être là pour le lui montrer. Cette conviction-là, Dave Fils-Aimié la porte depuis plus de 10 ans. Ce soir, il nous a aidés à mieux la comprendre. À très bientôt pour un nouvel épisode de We Haïti Capable.